Sud Radio Sarraul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et enchanté de vous retrouver pour ce dimanche soir, 18h. Merci d'écouter Sud Radio. Bonjour Pierre Chasseret. Salut Malolo, comment ça roule? Eh bien ça roule pas bien parce que du coup... Ça roule cher. Hein. Ouais, ça roule cher. Je peux plus prendre l'autoroute, alors du coup je prends les nationales. Enfin bon bref, vous l'avez compris, on va parler de l'autoroute aujourd'hui avec deux sujets, entre autres. Est-ce que ça vaut encore le coup de prendre l'autoroute? Et comme le dit l'ami Pierre Chasseret, c'est C-O-U-T. Et... autre sujet également, Yannick Jadot qui a proposé il y a de cela quelques semaines, quelques jours même, de passer la vitesse à 120 km/h sur l'autoroute. Qu'en pensez-vous? Pour ces deux sujets, on vous attend. Et je rajoute une petite question. Si vous connaissez un psychologue et vous avez un excellent numéro, transmettez-le moi. Je lui enverrai par SMS. 0826 300 300, vous nous retrouvez tout de suite. Et puis évidemment sur la page Facebook de Sud Radio. Allez, tout de suite, c'est parti avec nos deux invités. Nous parlons de la hausse du prix de l'autoroute. Est-ce que ça vaut encore le coup? Sud Radio Sarraul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Maître Jean-Baptiste Yosca est en notre compagnie. Maître, Monseigneur Fabrice Godefroy, ça arrive. Plaisir, maître, c'est bien. Tu peux l'appeler maître. Hein. Maître Fabrice Godefroy, pardon, je vais y arriver. Monseigneur Fabrice Godefroy, qui est donc expert mobilité chez 40 millions d'automobilistes, et Maître Jean-Baptiste Yosca, qui est avocat. Eh ben voilà, on s'est encore pris un coup sur la carafe, 2% de plus sur le prix de l'autoroute. Est-ce que ça vaut encore le coup de le prendre, COUP, COUT? Alors ça, c'est ce qui se passe à chaque 1er février depuis les premières concessions autoroutières. Alors j'ai fait pas mal de médias cette semaine. Vous avez dû voir ma trombinette un petit peu partout. Moi-même, des fois, ça me lasse. Fabrice Godefroy aussi. En fait... pour bien vous expliquer à tous ceux qui nous écoutent et qui ne m'écoutent peut-être pas quand il est trop tôt le matin, et c'est dommage, il faut mettre le réveil à 6h17, les autoroutes en France n'ont pas été vendues à des sociétés. Elles ont été concédées. La concession autoroutière, ça veut dire quelque chose, Maître Yosca, bonjour. Oui, alors la vente, c'est la vente. Hein. Vous savez, vous mettez une somme et puis vous récupérez la chose définitivement. La concession, c'est une mise à disposition. La difficulté de l'autoroute, mais pour peut-être ouvrir le débat, c'est l'augmentation, bien évidemment, mais l'augmentation par rapport à toutes les augmentations. C'est-à-dire que là, on se retrouve avec le prix de l'essence à 2 € le litre. On se retrouve avec des voitures qu'il faut absolument changer parce qu'on ne peut plus conduire la vieille voiture. La vieille voiture qui polluait parfois peut-être moins que la nouvelle voiture, parce qu'on a le débat aussi après sur l'énergie, sur les batteries, sur ce que ça coûte, qui fabrique les batteries, ou pourquoi, quand, comment et tout. Restons sur l'autoroute si vous le voulez bien pour l'instant, Maître Yosca. C'est le débat. Alors, je reviens donc sur la différence avec les concessions, mais c'est super important parce que ça veut dire qu'elles ont une date de fin. Les premières concessions autoroutières vont revenir sous le giron de l'État en 2031. Ça, c'est la première date des concessions historiques. Et là, Fabrice Godefroy, on a une vraie difficulté par rapport à cela parce que l'État se retrouve dans une position complexe où il va falloir, à un moment donné, faire face à des sociétés d'autoroutes qui veulent renégocier ces contrats parce qu'ils veulent garder le bébé, ils veulent continuer à l'exploiter au-delà de 2031, 33, 35 pour les différentes concessions. Bonjour Fabrice Godefroy. Bonjour. C'est sûr que ça va être compliqué. C'est sûr que l'autoroute, franchement, on va commencer à vraiment se poser la question de savoir s'il faut encore prendre l'autoroute. Parce que on va en parler tout à l'heure, les limitations de vitesse, plus le fait que maintenant on va payer plus cher le péage, franchement, on commence vraiment à se poser la question. Et d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, mais ça sera vraiment contre-productif au niveau, à mon avis, sécuritaire. Parce qu'on est quand même plus en sécurité, à mon avis, sur l'autoroute que sur une nationale, j'en suis persuadé. Et alors, au niveau de la pollution, alors là, on va rigoler. Alors, ça, c'est par rapport aux vitesses. Mais là où moi, je vous rejoins et où là, on peut piquer un peu, c'est au niveau sécuritaire. C'est-à-dire que si je suis une famille qui gagne à peine le SMIC, je dis bien à peine parce qu'il y en a tellement de personnes qui gagnent moins de 1 000 € en France aujourd'hui, je ne peux plus prendre l'autoroute. En plus de ça, généralement, je n'ai pas une voiture complètement dernier cri. J'ai besoin de bouger un peu pour aller voir la famille, pour travailler peut-être, même tous les jours, je prends ma route. Voilà. Et qu'est-ce qui m'arrive? Eh ben, je vais aller sur la nationale. D'ailleurs, ça va avoir des conséquences, pas uniquement au niveau des automobilistes, parce que quand on a, par exemple, des commerciaux sur la route, ça va encore augmenter la facture du transport, de la livraison. Oui, mais restons 2 secondes sur la sécurité, mes enfants, parce que vous m'avez pas laissé finir. Mais on prend des risques, du coup, parce que l'autoroute, totalement. On va partir sur le terrain. Le plus sécuritaire. Il y a un viaduc qui est particulièrement beau, que tu connais particulièrement bien aussi, Laurence, le viaduc de Millau. Ouais. Le tarif du viaduc de Millau jusqu'au 1er février 2022, c'était déjà
fou, 11,20 €. 11,20 €. Moi, 11,20 €. Pourquoi je l'ai pris 7 € moi Alors non, c'est fini. Ça, c'était C'était au siècle dernier. Là, tu me parles d'un temps que les moins de 80 ans ne peuvent Ça pas devait être connaître. ça. Donc 11,20 €. Ça, le prix été. Il y a le prix hiver qui était aux alentours de 9 €. De 11,20 €, on passe à 11,70 €. 11,70 €. J'ai calculé le gain de temps parce que je le connais particulièrement aussi, ce viaduc. Tu gagnes 30 minutes. 11,70 € pour gagner 30 minutes. À ce prix-là, à 11,70 €, tu as beaucoup d'automobilistes on va passer par le village. Ils passent par Millau. Mais ils passent par Millau, ils passent par des routes hyper dangereuses, où ça double dans des virages, parce que là, on passe dans les zones montagneuses. Ensuite, vous traversez la ville, vous traversez cette ville. Mais vous la traversez, mais vous arrêtez pas, parce que les gens, ils partent en vacances. Ils vont sur le littoral, à Palavas, à Sète, où vous voulez, au Cap d'Agde. Donc au final... Il n'y a pas d'économie pour le coin. Aucune économie locale. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé le viaduc, c'est pour pousser le transit et faire en sorte que le trafic il soit éloigné de la ville, ceux qui ne consomment pas. Celui qui veut s'arrêter à Millau, il va s'arrêter, à sortir de l'autoroute. Donc on n'y gagne pas en termes de sécurité, on n'y gagne pas en termes d'économie, et les automobilistes, ils laissent la moitié de leur poche. Olivier de Beaucaire est avec nous au 0826 300 300. La question, on vous la pose, est-ce que vous trouvez normal que l'autoroute continue d'augmenter ses tarifs ou pas? Est-ce que ça vaut le coup? Bonjour Olivier. Bonjour. Salut, moi, Olivier. je vais me faire des ennemis. Alors on vous oui, écoute. je suis d'accord. Ah, vous trouvez ça normal? Mais moi, maintenant moins parce que je suis à la retraite, mais je prenais l'autoroute tous les jours. Faisais Nîmes-Perpignan tous les jours aller-retour. Nîmes-Perpignan, j'ai eu peur au début, j'avais entendu Lille-Perpignan, je me suis dit ça fait une trotte. Je faisais 500 km d'autoroute tous les jours. Donc j'avais des factures conséquences, 950, des fois 1200 € dans le mois. Mais il y avait de plus en plus de monde. Et j'ai remarqué que sur les tronçons gratuits, à Montpellier par exemple, mais le matin quand je partais ou le soir quand je rentrais, c'est les heures de pointe, on est arrêté sur l'autoroute. Parce que c'est gratuit, il y a tout le monde. Bah oui, mais je suis d'accord. Mais dans ce cas-là, vous savez ce qu'on peut faire quand il y a la queue en caisse chez Carrefour, Leclerc ou Auchan? On fait une caisse payante, vous payez plus cher, mais vous passez vite. On peut faire ça aussi. Oui, non, mais vous savez, même avec les télépéages, maintenant, on reste coincé. Alors, il y a deux arguments, moi. C'est pour la sécurité, quand il y a trop de monde. Et je vous garantis que sur l'autoroute, on voit des choses atroces. Ça double par la droite, par la bande d'arrêt d'urgence, des trucs terribles. Parce que, justement, ça coince. Après, il y a un deuxième argument, c'est que... je vais prendre un exemple que je connais bien, puisque dans ma famille, j'ai un boulanger qui était au bord d'une route. Ils ont fait une déviation, une voie rapide, donc un genre d'autoroute gratuit. Elle a fermé la boutique. Elle a fermé la boutique parce que les gens qui allaient sur la nationale, ils s'arrêtent, ils mangent, ils voient, quand ils veulent. Sur l'autoroute, on fonce. La réalité, moi, je prends l'autoroute, c'est pour gagner du temps parce que j'avais une entreprise, donc je ne peux pas me permettre de prendre la nationale. Et je me suis aperçu maintenant que quand je prends la nationale, je vais aussi vite. Donc je vois pas pourquoi si je paye et que j'avance pas, c'est pas la peine. Donc il faut augmenter pour limiter le nombre de gens. Non, mais les autoroutes gratuites, c'est une bêtise. Moi j'ai travaillé sur les autoroutes, je faisais des ponts sur les autoroutes. Moi je connais la 75, ça marche bien. Hein. Oui, mais j'ai fait des ponts, j'ai travaillé au viaduc de Millau. Non, mais j'ai travaillé au viaduc de Millau, à la cavalerie. Mais c'est pareil, on prend le viaduc de Millau. En réalité, il faut dire pourquoi c'est payant. C'est parce que personne a voulu payer la construction du viaduc. C'est Eiffage qui a financé. Ce n'est qu'un remboursement. Mais pourquoi ça augmente? Et parce que la vie augmente, tout augmente. Ah bah oui, mais non, parce que vous avez un différentiel entre la route gratuite et l'autoroute payante qui se creuse d'année en année. Donc à ce rythme-là, l'année prochaine, on prend encore 1 €. Dans 10 ans, ça coûte 25 € de traverser le pont. Le seul problème, mais moi je comprends ce que veut dire Olivier. Je voudrais que Maître Yoska, qui veut réagir, je vous donne la parole. Maître. Non, mais je vous comprends tout à fait. C'est vrai que je ne veux pas faire le poujadiste tout craint, mais c'est vrai que si les petits commerçants ne font plus leurs chiffres parce qu'on s'arrête plus en ville et on passe sur l'autoroute, en plus c'est des grandes enseignes sur l'autoroute qui vont faire après leur beurre. C'est les Paul, c'est les McDo, c'est et qui s'implantent de plus en plus, et eux qui n'ont pas forcément besoin de 2 francs 6 sous pour pouvoir finir la fin de mois, comme le petit boulanger de la ville qui était traversé avant.
Oui, puis la réponse, enfin le principal problème, si les gens prennent l'autoroute, c'est aussi parce qu'à côté c'est saturé. Donc si les routes sont saturées, faisons des routes. Oui, mais ce simple que que dit ça. aussi Olivier, et ça s'entend, c'est que si l'autoroute était gratuite, c'est l'autoroute qui serait saturée. On le voit d'ailleurs l'été sur les grands chassés-croisés. On y revient sur ce sujet dans On quelques fait des instants. voies, on fait des routes. Merci beaucoup à Olivier d'avoir composé le 0826 300 300. Merci de m'avoir accueilli. Merci, avec toujours beaucoup de plaisir. Et vous êtes les bienvenus. On continue de parler de cette autoroute qui augmente encore et encore avec vous sur Sud Radio dans Ça roule. À tout de suite. Sud Radio Ça roule, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Plus 2% encore tous les mois de février, ça revient. L'autoroute augmente. Allez-vous continuer de l'emprunter? Oui, non, êtes-vous pour, êtes-vous contre? 0826 300 300. Alors je peux vous dire que pendant la pause, ça discutait là, mais alors ça tchatche. Parce que moi, cet argument du il faut que ça reste payant, parce que comme ça, plus c'est cher, moins il y a de monde. Parfois, on l'entend à l'association 40 millions d'automobilistes. On a des automobilistes qui nous disent ça. Et là, Maître Oscar réagissait tout de suite en disant mais attends. Mais après, ça va être l'autoroute des riches. Alors, il va y avoir que des Porsche et Lamborghini. C'est déjà ça. Il faut arrêter. Maître, moi, quand je descends en Charente-Maritime, quand je descendais en Charente-Maritime, on est à 50 € quand j'allais voir ma mamie qui est partie. 50 € d'autoroute Paris. Mais entre le prix Simple. de l'essence, le prix d'autoroute, c'est déjà éventuellement le le changement des pneus, tout ça, c'est une inflation. Vous vous rendez bien compte que la voiture, ça va poser un vrai problème. Et c'est marrant, ce n'est absolument pas débattu pendant la campagne. Là, personne n'en parle. D'ailleurs, on voit le résultat. Les ventes de véhicules neufs, en 2021, ça a été extrêmement difficile. Ouais. Et l'on voit en janvier, donc 2022, donc là, c'est le mois de janvier là, ça a été un écroulement total, moins 18% de ventes de véhicules. Non, mais il faut pas se demander pourquoi. Donc il y a un moment, on voit très bien que la voiture, ça devient vraiment difficile à. Non, mais attends, moi je veux poser une question, je mets la place de je ceux suis qui nous d'accord. écoutent. Ouais. Vous avez envie d'acheter une voiture, vous? Ah, c'est pas le moment. C'est clairement pas le moment. Mais ce sera plus le moment. C'est ça le problème. Mais si, parce qu'au bout d'un moment, tu sais comment c'est l'effet de balance. Moi, je rejoins Laurence. Mais non, mais c'est que ça va devenir très cher. On va tous devoir prendre en location. Mais il y a un moment où les Français ils vont péter une durite. Tu as vu les prix des carburants, le prix des péages, le J'ai prix jamais payé aussi des cher. assurances. C'est devenu on un a luxe d'avoir une l'électricité, voiture. le De toute façon, gaz. pour nous empêcher actuellement d'acheter une voiture ou de rouler avec une voiture, on fait tout est fait. Tout. Alors, on Alors, j'ai une compilait stat. tout à l'heure les taxes. C'est vraiment, alors souvent j'utilise, mais c'est vraiment la taxonite à tous les étages. Donc l'achat des véhicules, les malus sont de plus en plus forts. Derrière, on a un malus sur le poids du véhicule qui est rentré cette année. Enfin, on a l'impression À que le partir de variable juillet, les d'ajustement, ZFE, c'est tu peux plus l'automobiliste. rouler avec ta voiture. Il y a 6 millions de personnes Attends, en France qui pourront plus rouler à cause des ZFE. Il y a 60% des Français qui utilisent leur voiture au quotidien. Il y a 2/3 des Français qui n'empruntent jamais les transports en commun. Mais il faut être enfermé dans une tour d'ivoire à l'Élysée ou dans des lieux totalement boboisés pour se rendre compte qu'il n'y aura pas à un moment donné un mouvement automobiliste. Il y en a eu un. Il y en a eu un, ça s'appelait Gilets jaunes. Après, c'est devenu autre chose. Mais c'est C'était devenu le point de départ. le pouvoir d'achat. Et à ce moment-là, le prix de l'essence était à combien? Il était à 1,60 à peu près. Il était ouais. à 1,60. On est à combien là aujourd'hui? On va passer, en tout cas en moyenne nationale, on est 10 centimes au-dessus des Gilets jaunes. Mais Français, largement. réveille-toi. Largement. On a Jean-Pierre qui nous appelle au 0826 300 300, en tout cas qui nous rejoint au standard de Sud Radio. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Manolo. Oh, Bonjour c'est Pierre. gentil. Salut, Vous Jean-Pierre. appelez d'où Jean-Pierre? Mais Lui, toujours il de écoute. Montpellier, enfin la banlieue de Montpellier. Ah oui, c'est vrai, vous êtes exactement à... Chez moi. Non, je suis à Bayargues, là où le maire fait des ralentisseurs. Oui, que oui. il n'aime Ah pas. oui, c'est vrai. Alors vous, qu'en pensez-vous de cette, on va dire, annuelle augmentation de l'autoroute? Parce qu'on n'est pas surpris, puis c'est toujours à peu près 2%, quoi. Mais de toute façon, c'est pas nouveau qu'ils nous en mettent un coup entre les deux orteils chaque année. Hein. Vous êtes gentil en parlant des orteils. Hein. Ouais. Oui, non mais j'ai dit entre les orteils. Hein. Ouais, c'est très bien. C'est pour rester poli, quoi. Oui. C'est Mais ça. de toute façon, on n'a pas le choix parce que si on prend la route, on va passer tous les patelins, on va consommer 3 fois plus. Ah, mais vous allez voir ce qui va se passer. Moi, je le vois venir gros comme une maison. Rappelez-vous que depuis 2 ans, on en avait parlé dans Ça roule, en catimini, comme ça, pendant le mois d'août. Ils avaient fait passer un texte en plein confinement pour donner la possibilité à l'État de revendre et de concéder, pas vendre, de concéder les routes nationales. Donc, à force de se taire, au bout d'un moment, Jean-Baptiste Yosca, la probabilité juridique, je parle à l'avocat, là, d'avoir des autoroutes nationales payantes avec des péages, c'est pas fou, hein?
mais Jean-Baptiste. Moi, je suis très inquiet sur la politique générale de l'autoroute. Je suis très inquiet par le manque de projection. C'est-à-dire on ne s'imagine pas combien les Français en ont besoin, on ne s'imagine pas combien les Français sont en difficulté, on ne s'imagine pas combien tout est problématique, et pourtant on continue à faire des augmentations, pourtant on continue à pressuriser, pourtant ça serait quand même très simple de la part du gouvernement de dire, écoutez, sur les taxes sur l'essence, on va les alléger. Et puis là, Fabrice Godefroy, vous êtes un chef d'entreprise. Donc là, pareil, je m'adressais au chef d'entreprise, au numéro 1 de la pièce auto de rechange indépendante. Quand un transporteur prend l'autoroute, quand un commercial prend l'autoroute, une société prend l'autoroute et que ça coûte 2% plus cher, au bout d'un moment, la facturation elle va être 2% plus élevée. C'est extrêmement compliqué, effectivement. Alors, à la fois, l'augmentation des carburants et l'augmentation des péages fait que nos transporteurs, donc nos prestataires de services pour les livraisons de nos clients, sont en train d'augmenter d'une façon mécanique les tarifs. Mais alors là, donc, c'est pour ça que ouais. je veux juste attirer parce que souvent, on a l'impression que ça ne concerne que les automobilistes. Mais non. C'est pas vrai. C'est-à-dire qu'à un moment, ça va être reporté sur les produits qu'on va vendre. Donc même quelqu'un qui est en train de commander quelque chose sur Internet, il a l'impression qu'il n'est pas concerné par toutes ces augmentations parce que c'est lié aux automobilistes. Sauf que les frais de Mais livraison... c'est pas vrai, parce qu'à un moment, ça va être reporté sur la facture finale. Vous savez, donc je travaille pour attention, M6 Boutique, donc nous, on a des frais de livraison, donc on est des commerçants. Et malheureusement, on va à un moment ou un autre, peut-être que ce soit nous ou les autres, Amazon et compagnie, devoir augmenter à cause de ça. Et le boulanger qui va livrer ou le maçon qui va venir travailler, ça va se répercuter sur la facture. Est-ce que tu es accroché ? Oui. Le prix du passage avant augmentation du viaduc de Millau, je n'ai pas eu le temps de regarder là vite fait, mais le prix du passage pour un poids lourd. Il parle que du viaduc, le Pierre, ce soir. 38,60 €. 30 minutes. Ouais. 38,60 €. Ouais, c'est lourd un poids, lourd. Oui, c'est lourd, mais là, et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les sociétés de transporteurs disent aux chauffeurs du poids lourd, tu te débrouilles, mais tu prends pas l'autoroute. Mais par contre, tu respectes tes heures. Mais par contre, tu respectes leur heure. Donc, il va la rattraper derrière. Il va la rattraper. Et ça devient dangereux. Ça devient dangereux. Est-ce que quand même, on peut être un petit chouille concret et peut-être un petit chouille honnête intellectuellement ? On l'est pas. Non, c'est pas ça. C'est qu'il faut se mettre dans toutes les positions. Je sais pas si notre ami Jean-Pierre va partager ma vision, et il a le droit de ne pas la partager comme vous. Mais ça s'entretient. On a quand même sur la France des autoroutes qui sont absolument sublimes. Il y a des coûts d'entretien, donc il faut bien que ça se paie à un moment ou à un autre. Ça, c'est l'argument que je peux plus entendre. Pourquoi ? Eh bien parce que, alors c'est vrai, on a des autoroutes qui sont bien gérées, bien entretenues. Bien. Mais il faut arrêter de dire très bien. Parce que le dernier rapport sénatorial qui a été conduit donc par une commission sénatoriale, je la connais bien, j'ai été auditionné. Il dit grosso modo, les autoroutes non concédées, celles qui appartiennent encore à l'État et qui sont gérées par l'État, c'est une catastrophe. Et ils disent que les autoroutes concédées, c'est pas top non plus, et qu'il y a des défauts d'aménagement, notamment sur l'entretien des ponts, qui n'est pas toujours fait dans les règles de l'art. Sur les rails pour les motards. Voilà, donc on est perfectible. Il faut arrêter de croire que depuis que les sociétés d'autoroutes qui gèrent, tout est parfait. C'est pas vrai. Et puis, ça me fait penser au système de santé. On a toujours dit en France, on est champion du monde, c'est nous les meilleurs. C'est nous les meilleurs. Et au final, on s'est rendu compte avec Covid qu'on n'est pas pire, on n'est pas mieux. Voilà, grosso modo, pour faire simple. Après, il peut y avoir débat, mais on n'est ni pire ni mieux. On a fait comme les autres. Mais les routes, c'est pareil. Il faut arrêter de dire qu'on est les meilleurs. On est le 15e pays européen de la sécurité routière. On est le 18e pays européen d'entretien. Ouais, mais enfin, l'autoroute, c'est quand même de qualité. Enfin, les garçons, tout le monde prend l'autoroute en France. C'est bien, mais ça mérite pas des augmentations systématiques. Et encore une fois, Lolo, pose-toi la question. Le gap, il y a l'augmentation, mais le gap entre d'un côté le gratuit, donc national, départemental, ce que tu veux, et ce qui est payant, l'autoroute, chaque année, il se creuse. Donc le rapport coût-bénéfice, à un moment donné, il sera plus à l'avantage de l'autoroute. Moi, je vais continuer à être, je sais pas, Jean-Pierre, vous êtes toujours avec nous ? Je suis toujours là, il n'y a pas de souci. Je vais continuer à être... Oui. Moi, je trouve que les autoroutes sont pas mal. Et quand je travaillais, je vais vous dire, je faisais entre 500 et 1200 km par jour. Donc, le réseau routier, je connais un peu quand même. Jean-Pierre, la 75, vous la connaissez ? Oui. Mais il y a les autres. Il y a la 1 qui est la plus grosse autoroute. Attends, la 75, elle est pas mal. Et il y a beaucoup de transporteurs routiers, on est d'accord. Elle est gratuite. Oui. Bon, ben voilà. Non, mais elle est gratuite, sauf Mio. Juste une chose, parce que moi j'aime bien mettre les pieds dans le plat. Comment il s'appelle votre chien qui aboie derrière ?
Jazzy, c'est un bosseron de 42 kilos. Oh, on va lui faire une belle caresse à Jazzy. Qui est magnifique. Ouais. Juste une chose, on est en France, ok. On a des autoroutes qui sont quand même plutôt de qualité. Et surtout, on a encore des salaires, même s'ils sont pas top et même s'il faudrait augmenter la majorité des salaires, qui sont sans doute supérieurs aux salaires d'autres pays européens. Et dans le coût de maintien de l'autoroute, tous les gens qui y travaillent, je veux dire, il y a aussi ça, il y a aussi les salaires. Mais non, il y a les dividendes. Comment ça, mais non. Il y a les dividendes versés aux concessionnaires autoroutiers qui sont de plusieurs milliards chaque année. Donc faut arrêter. La réalité, c'est qu'on a bradé les autoroutes pour pas un rond, pour 15 milliards, et 15 milliards, c'est des miettes. Moi, si j'avais pu investir, j'ai pas été malin sur ce coup-là, mais j'étais surtout trop jeune. Mais alors, si j'avais pris quelques actions chez les concessionnaires autoroutiers, aujourd'hui, je roulerais en Cadillac et en Porsche. Bon, maître Yoska, on fait quoi? Une révolution pour que ça revienne dans le giron de l'État? Surtout pas de révolution, parce qu'une révolution, c'est un bain de sang. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. En revanche, je crois qu'il faut alerter les pouvoirs publics, il faut dire à l'exécutif, maintenant il y en a marre, il faut le dire éventuellement, bien évidemment, de façon démocratique dans les urnes, et puis il faut interpeller nos élus aussi, parce que c'est bien beau de dire, oui, il y en a marre, mais il faut aller voir nos députés en disant, vous vous foutez de la gueule du monde, qu'est-ce que vous avez fait pour ça? Qu'est-ce qu'on fait? Vous me répondez, vous devez me répondre, parce qu'en fait, vous représentez la nation entière, vous représentez pas juste le patin où vous avez été élu. En conséquence de quoi, je veux que vous me rendiez des comptes. Et là, les députés, ils ont l'impression, Jean-Baptiste. Moi, je suis fondamentalement démocrate. Je crois qu'il faut aller voir les gens qui le représentent en leur disant, vous nous devez des comptes. Vous répondez à nos questions. Maintenant, il y en a marre. La France va mal. Il faut arrêter de dormir à l'Assemblée nationale. Il faut travailler et nous répondre. Maître Yoska, quel poids ont vraiment nos députés face à des lobbies et des grosses sociétés? Je peux vous dire que les députés, quand ils sont interpellés, ils se bougent. Regarde le 80 km/h, ça a bougé. C'est grâce à l'Assemblée nationale. On continue sur le sujet de l'autoroute d'ici quelques instants, juste après la pause sur Sud Radio, et on reste sur l'autoroute et on parle de cette proposition qu'a fait Yannick Jadot il y a de cela quelques jours sur le fait de passer l'autoroute à 120 km/h. Il a fait cette annonce en même temps qu'il a mis une cravate. Je ne sais pas s'il y a un lien de cause à conséquence. C'était dernière semaine de janvier. C'est ça. Il a choisi de mettre une cravate et en même temps il a sorti une connerie. Vers le 1er février. À tout de suite, on en parle. Sud Radio Sarraul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Nous étions fin janvier, tout juste début février, et Yannick Jadot, candidat à la présidence de la République, propose dans son programme de passer l'autoroute, puisque c'est une spéciale autoroute ce soir sur Sud Radio, dans sa roule à 120 km/h. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300, ou vous pouvez également réagir sur jeparticipe@sudradio.fr pour donner votre avis en mettant ça roule dans le corps, du moins dans l'objet, et votre numéro de téléphone si vous voulez qu'on vous rappelle. 120 km/h. On en parle avec Fabrice Godefroy, expert mobilité à 40 millions d'automobilistes, et Maître Yoska qui est resté avec nous. Et ça nous fait plaisir. Avocat spécialisé en droit routier. Alors, Pierre, ça rappelle 120, quelque chose. 80 ça rappelle le 80 km/h. Ça rappelle maintenant et aussi la proposition de la Convention citoyenne pour le climat. Donc ça, c'est les 160 hurluberlus. Ils étaient à 110, eux. Qui avaient proposé le 110 km/h. Et c'est d'ailleurs la seule proposition qui a été rejetée en bloc immédiatement par Macron. Après un petit appel de quelqu'un de l'association 40 millions d'automobilistes, dont je tairai le nom parce que Pierre Chasseret souhaite garder l'anonymat, en expliquant au cabinet du président de la République que c'était franchement pas une très bonne idée. Voilà. Et je pense qu'on avait été bien suivis sur ce coup-là. Alors là, Jadot, ce qu'il fait, c'est particulièrement, je trouve, c'est très serpent. C'est dur ce que vous dites. Ouais, mais pourquoi? Parce qu'en fait, il se dit, le 80 est mis en place. C'est un chiffre impair. Le 110, 130, 110, ça fait beaucoup. Mais si je faisais 130 à 120, donc pour faire en sorte que les limitations passent à 120 et 80, et puis tu vois la suite, le 40 km/h en ville. Je le vois venir gros comme une patate, le truc. Non, attendez, Pierre Chasseret. On l'a déjà à Paris, 30. Ouais, c'est 30. Oui, voilà. c'est ça. Justement, on peut en parler. Justement, là, les écolos, leur idée, c'est de faire un espèce de truc comme ça, filou, un peu comme ça, qui ratisse, qui passe par en dessous. Mais alors là où je comprends pas Yannick Jadot, c'est qu'il est complètement à côté de ses pompes. Évidemment, pompes de station-service. Parce que là, c'est évident que les Français disent non. Tout le monde rejette ça. Mais qu'est-ce que ça implique? Passer l'autoroute à 120. C'est-à-dire que les zones à 110, à votre avis, elles passeraient à combien? 80. À 100. Et puis les zones à 90 sur l'autoroute, elles passeraient à combien? 80. Le 80. Et voilà comment on fait pour pressuriser, mettre encore une
une mesure complètement débile rejetée par les Français. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont particulièrement amnésiques. Ils ont oublié Gilets jaunes, tout ça. Alors, notre expert en mobilité... Alors lui, il fait cette analyse-là par rapport au côté écologique. C'est-à-dire que si on passait de 130 à 120, on va sauver la planète. C'est à peu près ça au niveau des gaz à effet de serre. C'est son idée. Hein. Donc moi, j'ai essayé de creuser. On aimerait bien. Hein, mais... En réalité, on sauve la planète et l'humanité en changeant un 3 par un 2 sur un panneau. Donc moi, j'ai essayé de creuser. L'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui est une agence donc officielle, hein, a fait une compilation de toutes les études sur le sujet, c'est-à-dire entre les réductions de vitesse et l'impact que ça va avoir au niveau de la pollution et au niveau des gaz à effet de serre, parce que c'est deux choses différentes. Alors, effectivement, il y a sur l'autoroute de passer de 130 à 110, la théorie fait qu'effectivement, il y a moins de consommation, donc moins de pollution. Ça, c'est très théorique. Par contre, on voit que dans la multiplication, le rapport, je l'ai là, parce que je me le suis lu entièrement. Mon pauvre. Les conclusions sont pas mal faites. C'est-à-dire qu'on voit que la théorie, il y a un gros décalage entre la théorie et la pratique. C'est ça. Parce qu'en fait, suivant la typologie de la route et donc du comportement routier par rapport à la typologie de la route, toutes les études montrent des résultats différents. Donc, il y a vraiment, effectivement, peut-être une réduction de pollution. Par contre, la réalité est bien différente quand on voit profondément. Et en plus de ça, je finis sur l'autoroute. Moi, franchement, ça, c'est pas dans l'étude. Mais on en a parlé tout à l'heure. De passer de 130 à 110, de payer plus cher le péage. En fait, ça va être contre-productif parce que les gens, ils vont vouloir ne plus payer pour rouler moins vite sur l'autoroute et se retrouver sur les nationales. Et en se retrouvant sur les nationales, finalement, on va polluer beaucoup plus parce qu'on va rapprocher les voitures des centres-villes et des habitations. Donc, au niveau écologique et au niveau pollution, c'est même contre-productif. Et alors, en centre-ville, on en parlera tout à l'heure, mais alors là, c'est encore plus probant. Alors, attention, là, pour qu'on comprenne bien, si demain, Jadot réussit à faire glisser cette idée un petit peu... D'abord, si demain... Ah oui. Dans l'opinion politique de quelques élus... il faudrait que ça passe par quoi? C'est comme le 90-80, c'est du décret, c'est l'Assemblée, c'est un vote, c'est le président, c'est qui? C'est un décret, mais non, mais ça prend combien de temps en plus? Je crois qu'il faut. Il est fatigué, Maître Yoska, de ces bêtises. Mais je suis fatigué de ces bêtises. Je suis fatigué de ces trucs lancés en l'air. Et puis après, ça va être quoi? Ça va être. Il faut avoir un parachute derrière la voiture pour pouvoir l'amortir. Comme ça, on fatigue pas les freins. Non, je suis fatigué, moi, de ce genre de trucs. On attend des propositions concrètes. On attend des choses importantes. On attend des choses vraiment qui vont permettre aux Français de continuer à travailler. Pendant le Covid, ça a été une véritable catastrophe. Il y a des milliers d'entreprises qui ont fermé leurs portes, bien qu'elles étaient en partie soutenues par l'État. Et là, on nous enquiquine, passez-moi l'expression, mais vraiment, avec des couillonnades pareilles. On a on est à côté. Il y a des choses beaucoup plus graves. Mais pour lui, non, parce que pour lui, il faut sauver la planète en France sur l'autoroute. Est-ce que c'est une proposition sérieuse? Europe Écologie Les Verts, ils ont ça proposé. Est-ce que les Verts sont sérieux? Est-ce qu'on écouterait ceux qui écoutent sur radio et qui sont avec nous? Il y a des Verts qui sont sérieux. Les Verts sont vides. Les verres sont vides. Messieurs, on a Julien qui est avec nous du Val-de-Marne. Bonjour Julien. Bonjour. Vous avez vu ça chauffe ici, hein? Ouais. Ben, je vois que ça chauffe, mais écoutez, il y a de quoi être. Je sais pas dans quel état, parce que très franchement, quand on voit ce genre de mesures, moi, ça me rappelle un petit peu les 80 km/h de M. Édouard Philippe. Voilà, donc j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans l'enfumage, parce que ces messieurs-dames, en réalité, n'ont pas grand-chose à nous proposer dans leur besace. Et donc, il faut nous sortir une espèce de kit, une myriade de solutions, toutes plus vertes les unes que les autres. Je rappelle quand même, puisqu'on se compare à chaque fois à l'Allemagne, qu'il n'y a pas de limite sur l'autoroute en Allemagne. Est-ce qu'il y a plus d'accidents? Bah non. Non, c'est pas ça la réalité. Il y a des limitations de vitesse sur autoroute en Allemagne, mais il existe, je crois, entre 5... Il existe des tronçons sans limitation. Ce sont des tronçons, ils sont rares. Hein. Par contre, c'est vrai qu'il y a moins d'accidents qu'en France, c'est vrai. Julien. Donc après, c'est vrai que très honnêtement, est-ce que ça va réduire la pollution? Moi, je me demande si c'est pas pour préparer. Je vous le dis très très cash. Préparer les gens. Il y aura plus le pass vaccinal. On sait qu'il va sauter pour nous faire un pass écologique, un pass vert qui est en préparatif par l'exécutif. Très franchement,
je me demande s'il n'y a pas cette idée derrière. Alors, est-ce qu'on peut clarifier? Attention, Julien, c'est pas. Mais c'est quoi? Je vais en parler. Il y a actuellement une mouvance écologiste. Julien, derrière votre idée comme ça que vous lâchez en vous disant, moi j'ai cette sensation-là, il y a un fond de vérité. Il y a en ce moment un mouvement militant écologiste qui prend de l'importance et qui propose des quotas annuels de CO2 pour les usagers. C'est-à-dire que chaque Français aurait le droit d'émettre un certain quota de CO2. Et au-delà, tu sais ce que c'est, hein, mon Julien, c'est la taxe. Hein. Derrière, on sort le bâton, comme le dit Jean-Baptiste. Ouais. Ah oui, non, mais on est tombé sur la tête. Hein. On est devenu fou. Mais c'est ça qui est dingue. Et en fait, moi, comme je vous le disais, j'ai l'impression qu'on a des mesures un peu bullshit, un peu gadget. Parce que finalement, les dirigeants, que ce soit demain M. Jadot, ce qui paraît peu probable, mais on ne sait jamais, ou M. Macron, ils n'ont plus les manettes sur les grandes décisions économiques. Donc, puisque tout est décidé à Bruxelles et que c'est l'Union européenne qui dirige, ce sont des pantins. Et donc, comme les grandes décisions, c'est l'Union européenne, la Commission européenne et pour notre monnaie, la BCE, et l'OTAN pour la partie militaire, ils sont obligés de nous sortir des mesures gadgets pour donner l'impression qu'ils agissent. Julien. Mais en réalité, ils n'ont plus les manettes des grands sujets principaux. Julien, restez avec nous. On a Eric aussi qui appelle et qui est un peu pressé. Donc, il appelle du côté de Bordeaux, je crois qu'il est. Salut Eric. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, Eric. Vous avez entendu Julien, vous avez entendu tout ce qui se passe. Vous, c'est cette idée de passer à 120 km/h? C'est l'utilisateur qui m'a parlé, parce que je n'ai pas vos compétences en matière de connaissance des mécanismes politiques, mais franchement, quoi, on frise le délire. Ma démarche. Vous voyez que vous les avez les compétences. Mais non, non, vous êtes gentil. Mais vous êtes un citoyen, vous votez, donc les compétences, vous les avez. On va dire un citoyen lambda, peu, qui a été un peu préoccupé. Je viens tout juste, vous voyez, je vous annonce ça, je viens tout juste de prendre ma retraite. Je découvre une autre étape de la vie. Mais j'ai beaucoup utilisé mon véhicule, j'ai beaucoup roulé. Bon, je fais partie des gens, entre guillemets, petits entrepreneurs, etc., qui avaient l'impérative nécessité d'utiliser son véhicule. Et franchement, quoi, il faut arrêter, passez-moi le mot, il est français, d'emmerder l'utilisateur que je peux être, et ainsi que toutes les entreprises que j'ai connues autour de moi, qui sont complètement à la rue à cause de toutes ces mesures de restriction, de consommation, de carburant avec des véhicules électriques dont on ne sait plus comment s'en sortir, en fait, etc., avec des mesures, voilà quoi. Les mecs sont englués complètement, si vous voulez. Alors ça, je crois que c'est la cerise sur le gâteau, franchement. Oui, Maître Yasker. Mais écoutez, moi, je suis profondément démocrate, vous le savez, je n'ai pas faute de le dire. Je crois que les Verts ont une utilité et ils ont des bonnes idées parfois. Ah oui, sinon je vais leur donner une idée. Intéressez-vous au métro parisien. Ah oui, oh là là, quelle horreur. Voilà, au lieu de nous enquiquiner avec des chiffres, avec les trucs, n'importe quoi. Intéressez-vous au métro parisien. Vous avez des millions de Parisiens, de Franciliens qui prennent le métro à Paris par jour, par semaine. Ils sont intoxiqués aux particules fines. On le sait, il y a des rapports qui sont stupéfiants là-dessus. Et on s'en fout. On s'en fout pourquoi? Tout simplement parce que les Verts, c'est la gauche c'est Hidalgo et OPS. Donc on va pas s'intéresser à ça. Alors, et on va s'intéresser plutôt à des choses qui font bien dans le paysage. On va avoir essayé, on va donner l'impression d'avoir une utilité nationale au lieu d'avoir une utilité locale. Intéressez-vous au métro parisien. Chaque jour dans le métro. Je remercie Eric, je sais qu'il est pressé, donc je ne l'oblige pas. Mais comme ça, vous continuez d'écouter dans la voiture, hein, Eric. Merci beaucoup d'être intervenu. Chaque jour. C'est exact. Merci Eric. Je vous écoute. Bisous. Chaque jour, plus de 4 millions d'utilisateurs prennent le métro dans Paris. 4 millions. 1 heure dans le métro, c'est l'équivalent en concentration de particules fines, je crois, de l'équivalent de 2 jours assis au bord du périphérique. Alors l'étude avait été faite par l'association Respire et CNRS, et c'était 10 fois plus de particules dans le métro et dans les RER que dans l'air extérieur. C'était le rapport. Et donc on fait quoi? On fait quoi? Au lieu de nous dire 110, 120, 130, 90, faites quelque chose là-dessus. Vous avez un formidable outil, vous avez une vraie proposition à faire, les écolos. Travaillez là-dessus. Et là, ça va impacter directement 4 millions de Français. La voiture, c'est leur truc. Ils pensent qu'à la voiture. Ils sont dans une lubie obsessionnelle de la voiture. Il y aura peut-être moins de voitures si le métro est plus safe. Ah bah c'est évident. Alors à ce moment-là, allons jusqu'au bout de l'idée. Non mais après, attention, Paris n'est pas le centre de la France, hein, évidemment. Mais le problème, 4 millions, c'est beaucoup. Hein. Oui, mais le problème du métro à Paris, on le retrouve dans d'autres métros, d'autres métropoles. Bien sûr. Juste une chose. On commence avec le métro parisien et après on s'occupera de. Non, mais il faut s'occuper de tout. Vous savez,
savez en plus qu'à Paris, il n'y a pas que ce qui se passe dans les bouches de métro. Il y a aussi cette énorme cheminée d'évacuation d'air de la RATP qui est au 145 de la rue de Lafayette. C'est incroyable ce truc. Qui est caché par un immeuble, enfin même pas caché, c'est un faux immeuble. Et on passe devant un truc qui nous relâche tout ce qui se passe, c'est les bouches d'aération. Enfin bon, bref. Là, aujourd'hui, merci beaucoup. On a Julien. Julien, un petit mot pour conclure pour vous ? Écoutez, je crois que vous avez mis le doigt sur un sujet qui intéresse énormément de monde et il va bien falloir à un moment donné que ce sujet émerge, parce que je pense qu'avancer masqué pour revenir à cette histoire de passe écologique, je suis pas sûr honnêtement que ça pèse aux automobilistes d'agir de la sorte, ça c'est clair. Ce ne sera pas très populaire à mon avis. Si c'est fait, ce ne sera pas fait avant les présidentielles, ça on en est certain. Évidemment. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne manière de réduire. Il faut rappeler que la France, c'est 1% des émissions de CO2. Donc je pense qu'on n'est pas les mauvais élèves. Il faut faire des efforts, c'est clair, mais enfin de là à réduire de 10% en espérant avoir des résultats exorbitants, non, honnêtement, ça fait plutôt gadget. Merci beaucoup, Julien. Merci d'être intervenu. Mais merci beaucoup. Enfin, il y a un moment, il faut remettre les pieds sur terre. C'est qu'un homme qui se présente à la présidence de la République, qui, dans son programme, nous demande de baisser à 120 km/h sur les autoroutes. Est-ce qu'il n'y a pas des choses plus importantes à s'occuper sur une population, un pays, un monde? Moi, à titre personnel, je suis content parce que je trouve qu'au bout d'un moment, il faut montrer son vrai visage. Tu sais, c'est quand même important. Donc voilà, au moins cette mesure, on en entendra parler et puis les Français ils voteront en conséquence. Et, tu sais, Lolo, l'enseignement pour l'instant des sondages de l'enjeu de l'élection présidentielle, moi j'ai appris un truc, c'est qu'on ne peut pas être président de la République sans les automobilistes. Voilà. Regarde Anne Hidalgo, elle avait un déficit de notoriété, notamment en France. Elle est restée... Alors, un bon point, elle est partie sur les carburants. Elle est repassée à la mairie. Voilà. Elle est repassée à la mairie. Et maintenant, elle est à 1%. Ouais, voilà. Mais au moment de l'élection de Paris, vous faisiez le tour à micro-trottoir, vous n'entendiez pas une seule personne qui vous disait « je vais voter pour Hidalgo » ou pour un maire qui va voter pour Hidalgo. Et pourtant, c'était la première à annoncer la baisse de la fiscalité sur la carburant. J'en sais quelque chose qu'on l'avait bossé ensemble. Mais bon point au début. Et puis c'est relâché sur la fin, et malheureusement c'est une catastrophe. Alors comme on parle de Paris... J'aimerais bien qu'on ne parle pas que de Paris, s'il vous plaît. Alors les Sud Radio, c'est quand même... Je fais le rapport Paris-Centre-Ville. Donc il y a aussi la réduction proposée de la vitesse pour réduire la pollution dans les centres-villes. Et alors là, par contre, c'est contre-productif. Parce que, alors, toute l'étude d'ailleurs de l'ADEME le montre bien, c'est-à-dire que dans les centres-villes, ça n'a aucun impact, c'est même contre-productif. Et une des raisons, par exemple, il y en a plusieurs, mais la première, c'est que quand on est à 30 km/h, on est en régime moteur plus élevé. Parce qu'on est en seconde. Quand on est à 50 km/h, on est en troisième enclenché et on est presque même en passage quatrième. Donc, surtout sur un diesel d'ailleurs, où le régime moteur est plus élevé à bas régime. Donc, en fait, le régime moteur est plus élevé à 30 km/h qu'à 50. Donc, techniquement, on pollue plus à 30 qu'à 50. Et puis après, en centre-ville, ça, l'étude le montre bien, de toute façon, l'impact, c'est la création de l'embouteillage. C'est-à-dire que plus on crée des embouteillages, plus on crée de la pollution. Donc là, on reprend Paris, mais dans plein de villes en France, c'est la même chose. Parlons de Montpellier, de Bordeaux. On ferme des voies. Quand on met des pistes éphémères, permanentes, parce que c'est ce qu'il y a à Paris, les pistes cyclables éphémères qui sont restées permanentes. C'est partout pareil. Marseille. Arrêtez avec le mot de Paris là aujourd'hui, parce qu'on va dire que c'est la l'émission capitale parisienne. des mauvaises idées, Laurence. Donc il faut mais bon, mais de temps en temps ils reprennent celles des autres. Tu prends je suis pas d'accord. Souvent Hidalgo elle a repris Grenoble. C'est Grenoble. Je vais vous gronder parler des grandes villes. Donc très clairement, quand on crée de l'embouteillage, on crée de la pollution. Donc c'est même encore pire. Donc il faut vraiment faire attention à toutes ces propositions qui sont très théoriques et en pratique on voit vraiment des résultats différents. Elles servent à quoi, ces propositions? Faire de la com, donner l'impression qu'on est malin, qu'on sauve la planète, qu'on est... Faire parler. Oui, aussi. Ça coûte pas cher comme proposition. Alors attention, ça c'est intéressant. C'est intéressant ce que dit Jean-Baptiste Huesca. Là, c'est ce qu'on fait, on parle. Il suffit, un élu qui est en déficit de notoriété, il parle de voiture, ça marche à tous les coups. Bien sûr, parce que tous les automobilistes vont l'écouter, vont avoir une idée là-dessus. Créer le débat, se demander, se poser la question, éventuellement interroger un tel. T'as entendu notre député ce qu'il a dit? Et ça tourne pendant 2 jours dans les médias. C'est fini. Oui, c'est les seules mesures, l'automobile, c'est les seules mesures où quand tu passes à la télé. Voilà, celui qui annonce une mesure anti-automobiliste, il est sûr de faire un carton médiatique. C'est fou, parce que pourtant il y a 40 millions d'automobilistes sur 67 millions de Français, donc ça paraît fou de leur taper dessus, quoi. Franchement, surtout pour les élections. Surtout qu'on n'est pas contre le fait qu'on nous guide vers autre chose, mais là on nous impose tout. Oui, mais on a fait tellement croire aux automobilistes pendant des années que c'était des tueurs en puissance.
que c'était des délinquants en puissance, qu'à partir du moment où vous... Attendez, je vais vous raconter un truc délirant. Une minute à peine. Je vais au tribunal de police, je plaide pour un flash automatique de dos. D'accord ? J'entends l'officier du ministère public qui me dit à moi, vous vous rendez pas compte, votre client c'est un délinquant, c'est un criminel de la route. Monsieur l'officier du ministère public, on parle de quoi ? D'un excès de vitesse entre 0 et 20 km/h, flashé à moins de 10. Un criminel de la route. Non mais il faut remettre les choses en perspective. Faut éviter de dire des choses qui n'ont pas de sens. Là, il faut ramener à de plus justes proportions. La vérité est toujours au milieu. Merci beaucoup, merci Maître Yoska d'être intervenu aujourd'hui. On vous embrasse, on vous souhaite un bon dimanche soir. Moi aussi, Laurence. Et au plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup à Fabrice Godefroy. Merci beaucoup, à très bientôt. Et puis, quant à vous, Monsieur Pierre Chasseret, je vous dis pas encore merci, puisque vous restez avec nous. Tout de suite, c'est l'échange avec Pierre. Sud Radio Sarraul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et avec vous, on finit notre rendez-vous Sarraul du dimanche soir. Voici venu le moment que vous aimez bien, 0826 300 300 pour échanger sur un sujet qui vous taraude sur la route, quel qu'il soit, avec Pierre Chasseret qui, évidemment, vous le savez, a sa casquette de 40 millions d'automobilistes. Vous pouvez nous appeler tout de suite au 0826 300 300 et ou nous envoyer un mail pour vous inscrire à jeparticipe@sudradio.fr en mettant Sarraul dans l'objet, échange avec Pierre et évidemment votre numéro de téléphone. Tout de suite, on accueille René. Bonjour René. Bonjour Laurence, bonjour Pierre. Salut René. Comment ça va ? Eh bien écoutez, c'est la grande forme. Eh bien c'est cool. Alors, vous écoute. Oui, eh bien écoutez, je souhaiterais dialoguer avec Pierre sur les informations au niveau grand public concernant l'entretien des batteries de voitures évidemment, leur durée de vie et aussi les pollutions dégagées. Autrement dit, il y a, par exemple, doit-on utiliser une batterie entre 20 et 80% ou entre 0 et 100%? Comment ça se passe pour les charges d'égalisation? Quelle est, par ailleurs, s'agissant des pollutions, vous savez que, par exemple, sur les raffineries ou toutes les usines qui produisent des produits dangereux, les visiteurs laissent leur voiture au parking, on laisse le briquet à l'entrée et on évite toute étincelle. Lorsque l'on va avoir une agglomération, une densité forte de véhicules électriques, est-ce qu'il y aura ou il n'y aura pas des incidences dans l'environnement de ces usines-là? Okay, alors, réponse de Pierre. Alors, on va revenir déjà sur la batterie à proprement parler. En fait, la difficulté, on a compris que vous parliez des voitures électriques, notamment, sur l'utilisation des batteries. Au début, je me demandais si vous parliez aussi des voitures lambda, où on a une petite batterie à l'intérieur pour alimenter le véhicule. Bon, alors là, c'est la batterie électrique. La batterie des voitures électriques. Très clairement, en fait, il faut comprendre que lorsque vous chargez une batterie d'un véhicule électrique, les 80 premiers % mettent autant de temps quasiment que la charge optimale de la batterie sur le entre 80 et 100%. Donc d'un point de vue purement utilisateur, bon, c'est une hérésie. C'est-à-dire que lorsque vous achetez une voiture électrique et qu'on vous donne 400 km d'autonomie, vu que vous la chargerez avec le temps rarement ou quasiment jamais à 100%, vous ne ferez pas ces 400 km d'autonomie théorique. Et en plus de ça, vous allez consommer plus que si vous êtes sur autoroute, vous divisez par 2 l'autonomie de votre batterie quasiment. Donc, il y a un fond de vérité dans ce que vous dites. Sur la batterie en soi et sa durée de vie. Moi, je dis toujours, c'est comme un téléphone portable. Au début, c'est pas top. C'est très bien. Et puis, avec l'utilisation, au fur et à mesure que vous le rechargez, eh bien, malheureusement, vous perdez en capacité de votre batterie. C'est la même chose pour la voiture électrique. Si vous la laissez se décharger, vous rechargez à fond systématiquement, vous la laissez se décharger et vous la rechargez sans cesse à fond, vous aurez une usure prématurée de votre batterie. Un jour, vous devrez changer votre batterie. Et qu'est-ce que ça fera? Eh bien, ça fera des véhicules qui sont devenus inutilisables parce que le coût COUT de la batterie électrique dans une voiture électrique, Laurence, c'est quasiment la moitié du prix du véhicule. Mais là, par rapport à ce que nous posait la question sur la raffinerie, c'est-à-dire ce que nous a dit notre ami René, la crainte qu'il avait...
Rosie Godefroy est encore avec nous sur l'histoire de la raffinerie. J'ai pas tout suivi, moi. Je pense que c'est par rapport au raffinage, c'est-à-dire que pour fabriquer ces batteries électriques, il y a à la fois l'extraction des métaux rares, donc lithium, cobalt, et après il y a le raffinage. Et le raffinage, ça fait de la pollution. Et en plus de ça, on le fait pas en France, on le fait, c'est surtout la Chine qui fait le raffinage sur ces métaux précieux. Et donc effectivement, au niveau écologique, on peut se poser beaucoup de questions. Et entre au niveau de la dépendance et énergétique, alors les batteries, ça on n'en a pas parlé, mais actuellement aujourd'hui dans les véhicules 100% électriques, 85% des batteries sont fabriquées en Asie. 85% des batteries. C'est quand même dommage dans un pays européen, en France, en Italie et en Allemagne, où on était leader au niveau des moteurs thermiques. Alors, donc pour conclure, économiquement, c'est pas rentable d'utiliser des batteries électriques et de les recharger à fond. D'un point de vue de l'utilisateur, c'est pas rentable. D'un point de vue écologique, c'est pas forcément très rentable. Au final, c'est toutes ces questions qui font que je me pose aussi la question de l'avenir des véhicules électriques. Et je suis pas le seul. Il y a d'autres marques et d'autres constructeurs qui commencent à se poser cette question. Alors qu'on vient de nous annoncer la construction d'une super usine méga du côté des Hauts-de-France. Ça fera de l'emploi. Je te dise, moi. Allez, on continuera de parler de tout ça. Désolé, l'ami René, on est obligé de couper puisque l'émission se termine et qu'on est un petit peu rattrapé par la montre. On aura le plaisir de vous accueillir de nouveau pour un prochain rendez-vous, un prochain échange avec Pierre. Allez, bon week-end à tous. Enfin, bonne fin de week-end, c'est dimanche soir, donc bonne semaine.